La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La Banque mondiale a suspendu la publication du rapport Doing Business, RSI 2021, en raison des irrégularités constatées dans certains pays, mais pas au Togo. Les détails de cette suspension dans ce journal. Et puis la déclaration préalable de certains produits dits sensibles est désormais requise. Mais pourquoi une telle disposition? Vous aurez les réponses dans ce journal. Voilà donc pour les titres. C'était le 27 août dernier que la Banque mondiale a annoncé la suspension de la publication du rapport Doing Business 2021. La raison des faits d'irrégularité concernés dans des modifications apportées aux données 2018 et 2020 de certains pays. Alors, le Togo est-il concerné? Non, précise la cellule chargée du climat des affaires. Quelles sont donc les raisons de la suspension de l'édition 2021 du rapport Doing Business et quels sont les pays concernés? Les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi. Pour la première fois en 17 ans, le rapport annuel Doing Business 2021 de la Banque mondiale n'aura pas lieu. L'institution a révélé des irrégularités qui auraient été commises dans le traitement des données au bénéfice de certains pays. Et pour cela, l'édition 2021 est suspendue pour ces modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018-2020. 4 pays sont cités: la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Azerbaïdjan. Il s'agit surtout de l'organisation d'un audit sur la méthodologie, un processus naturel qui devrait permettre une meilleure évaluation des changements introduits ces dernières années. C'est donc une suspension et non un arrêt définitif du processus. À la question de savoir si le Togo aussi est concerné par cette liste, la cellule chargée du climat des affaires précise: le Togo n'est en rien concerné par ces irrégularités. Au contraire, le pays fait cas d'école dans la sous-région. Selon la ministre Sandra Johnson, chargée de l'amélioration du climat des affaires, cette suspension ne va pas influencer le processus de mise en œuvre des réformes au Togo. Des réformes qui constituent un des facteurs de la réussite du PND, Plan national de développement. Un atout pour rendre plus attractif l'environnement des affaires au profit des opérateurs économiques. Le plus important reste la contribution de ces performances au développement du secteur privé. Le pays maintient le cap en dépit des évaluations. Les réformes réalisées doivent participer au mieux-être des opérateurs économiques et de la population, puisque ces évaluations sont devenues à la fois un outil de référence pour les investissements et un objet de critique permettant au pays d'améliorer leur climat des affaires. Donc, pour le Togo, ce n'est plus le doing business, mais plutôt l'amélioration des conditions de vie et du mieux-être des populations. La cellule climat des affaires appelle à fédérer les énergies pour faire du Togo un pays où il est facile de faire des affaires. Premier pays réformateur en Afrique et 3e au plan mondial en matière de facilitation des affaires, le Togo s'est engagé à conserver cette dynamique. Et en cette année 2020, malgré la crise sanitaire qui déjoue les pronostics économiques, le Togo s'emploie à relever le défi. Et c'est à travers la cellule dédiée au climat des affaires. Nous retrouvons Augustin Kossi pour des précisions. En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui paralyse tous les secteurs d'activité, l'environnement des affaires au Togo est en constante amélioration, selon la ministre chargée du climat des affaires, Sandra Johnson. Pour anticiper sur les effets de la crise et soutenir les secteurs très exposés, de nombreuses réformes ont été entreprises. La digitalisation des procédures administratives dans le domaine portuaire et celui de la fiscalité. Il a été mis en place une cellule économique de crise présidée par le chef de l'État. Également, une coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19
et des commissions de haut niveau composées de plusieurs acteurs. Une plateforme a été créée pour l'exécution des contrats. Elle permet aux avocats de poursuivre les audiences par la saisine et le paiement en ligne de manière à garantir la sécurité juridique de l'investissement, l'accès à l'énergie avec le remboursement des avances sur consommation, la poursuite de la réforme relative à la réduction des frais de raccordement, la dématérialisation de toutes les procédures douanières dans les activités portuaires pour faciliter le commerce transfrontalier. Autant de nouvelles dispositions pour faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs. Bien plus encore, des mesures fiscales et douanières pour les entreprises ont été mises en place. Une dizaine d'impôts a été supprimés, la patente exonérée sur les 2 premières années et le e-tax effectif. Les contrôles fiscaux sont suspendus et ne se limitent qu'aux entreprises non citoyennes. Pour les entreprises qui ont des échéances d'impôts durant la crise sanitaire, les pénalités sont suspendues. Les droits et taxes à l'importation de tout matériel destiné exclusivement à la lutte contre le Covid-19 sont exonérés. C'est dire que la pandémie n'a pas détourné le Togo de sa dynamique, maintenu son rang dans le classement de la Banque mondiale et conservé les acquis dans sa quête permanente de l'amélioration du climat des affaires. Ciment, boisson, riz. Voilà quelques produits jugés sensibles sur le marché togolais. Et depuis le 17 juillet dernier, le gouvernement exige qu'ils fassent l'objet de déclarations préalables. 20 produits à grande consommation sont concernés par cette mesure. Mais que comprendre de cette disposition? Eko Salah nous l'explique. Dans les marchés, supermarchés ou alimentation générale, on trouve des produits à grande consommation, du riz, des boissons ou encore des matériaux de construction, notamment le ciment et les tôles. Ces produits jugés sensibles, le gouvernement togolais en a pointé une vingtaine. Pour analyser leur origine et qualité, ils doivent être soumis à une déclaration préalable depuis plus d'1 mois. Dans le cadre de ce texte, on a retenu au total 20 produits. Il y a les animaux vivants, il y a la bière, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, le ciment, le clinker, les denrées alimentaires d'origine végétale, animale et halieutique, et l'eau minérale, farine de blé, le fer à béton, huile végétale, produits cardiens, produits de synthèse entrant dans l'alimentation, le riz, le sachet plastique, les tissus imprégnés, les tôles, toute autre denrée alimentaire, animale et halieutique et les tuyaux PVC. Les opérateurs sont informés sur les démarches à suivre pour avoir le certificat d'importation. Donc, ils sont également informés sur les différentes pièces à fournir pour obtenir ce document. Au même moment, ils sont bien informés sur les sanctions qu'ils encourent au cas où ils importaient sans avoir l'autorisation préalable du ministère du Commerce pour importer leurs produits. Cet arrêté, pris par le ministère en charge du Commerce, a bien fixé les conditions. Que ce soit les opérateurs économiques ou les consommateurs, chacun y trouve pour son compte. L'objectif visé par le gouvernement à travers ce test est tout d'abord de connaître l'origine des produits, de lutter contre la contrebande et de vérifier la qualité des produits importés. La présente mesure permet tout d'abord de lutter contre la concurrence déloyale. Donc cette mesure va dans le profit des entreprises. Pour les consommateurs, cette mesure permet désormais aux consommateurs de consommer les produits de bonne qualité. Donc, avec l'application de ce test, l'administration va disposer désormais d'une base de données fiable d'importation des produits sensibles, suivre la quantité d'approvisionnement de ces produits, renforcer le contrôle de qualité des produits au point d'entrée et promouvoir le développement des entreprises. Les opérateurs économiques disposaient de 3 mois pour se conformer à cette mesure à compter du 17 juillet 2020. Le non-respect de cette disposition est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.
Les femmes se font de plus en plus remarquer dans tous les secteurs d'activité de nos jours. Égalité genre oblige. Dans le secteur agricole, elles étaient sous-représentées. Elles comptent désormais jouer les premiers rôles dans les maillons de la chaîne des différentes spéculations. Voilà qui nous amène ce soir à nous intéresser à la place de la femme dans le secteur agricole. Que représente-t-elle dans ce secteur? Les réponses dans ce dossier de Chaz Nambaga depuis Dakar. La place des femmes dans l'agriculture au Togo, c'est tout d'abord une question de chiffres. Et les statistiques à ce propos sont claires et nettes. D'après le recensement de 2012, sur 3 700 000 agriculteurs sur le plan national, les femmes représentent 1 900 000, ce qui fait un taux de 51,1%. Et quand je prends la région des Savanes, qui est une région agricole, sur près de 742 000 agriculteurs dans la région, nous avons près de 383 000 femmes qui travaillent la terre ou qui exercent un métier de l'agriculture. Et à ce niveau, le taux de femmes qui exercent dans l'agriculture dans la région des Savanes est de 51,7%. Et vous allez voir que ce taux de la région des Savanes est au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 51,1%. Au-delà des chiffres, cette présence massive des femmes dans le secteur agricole constitue non seulement une main-d'œuvre importante, mais aussi et surtout une main-d'œuvre qualifiée pour certaines activités clés qui leur sont réservées traditionnellement. Cependant, de nos jours, beaucoup de femmes explorent d'autres chaînes de valeur où elles font valoir leur savoir-faire. Les femmes travaillent beaucoup plus pour les semis au niveau de l'agriculture, pour les travaux d'entretien. Les travaux d'entretien, c'est souvent le sarclage, l'épandage d'engrais. Donc ces femmes interviennent beaucoup plus à ces niveaux. Et actuellement, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui se convertissent ou qui agissent au niveau de la collecte des produits agricoles, de la commercialisation de ces produits agricoles et même de la transformation des produits agricoles. Actuellement, le taux de femmes dans la transformation des produits agricoles pour la consommation locale est très élevé. Très élevé également l'importance que le gouvernement accorde à cette présence bénéfique des femmes dans le secteur agricole. Voilà pourquoi des mesures hardies sont prises pour les accompagner dans leur engagement en termes de réduction de la pénibilité de certaines tâches, mais aussi pour améliorer leurs revenus. Nous avons d'abord la facilitation de l'accès des femmes à la terre. Vous savez que le premier intrant pour faire de l'agriculture, c'est la terre. Depuis la mise en œuvre du PENIASAN, il y a eu pour l'ensemble des projets des critères sélectifs qui permettent d'impliquer ou de faire bénéficier beaucoup de femmes. Je prends pour exemple le projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo, le PADAT, qui, dans la mise en œuvre du Quick-Start, le Quick-Start c'était la distribution des intrants aux agriculteurs vulnérables, il nous était imposé un taux de 40% de femmes pour l'ensemble des bénéficiaires. Et donc, sur les 53 000 bénéficiaires qui ont été identifiés pour bénéficier de ces Kickstart, 21 000 bénéficiaires étaient des femmes. Au niveau de la transformation, les différents projets du gouvernement, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture, ont privilégié les femmes transformatrices pour leur faire bénéficier de ces petits matériels, les décortiqueuses, les presses manioc. Pour réaliser tout ceci, les femmes ont besoin du nerf de la guerre, c'est l'argent. Et le gouvernement a fait beaucoup pour accompagner financièrement ces femmes. Le Fonds national de la finance inclusive a beaucoup travaillé pour financer les femmes dans leurs différentes activités, surtout les femmes rurales. Au niveau du ministère de l'Agriculture,
il y a eu des appels à projets compétitifs et lorsque nous sélectionnions ces projets, la priorité était de regarder d'abord ce que les femmes avaient soumis comme projet. Et le plus souvent, comme par coïncidence, c'était les meilleurs projets. Et donc, le gouvernement, à travers le projet d'appui au secteur agricole, le PASA, a beaucoup financé ces femmes. Au niveau de l'élevage, lorsque nous voulions subventionner les éleveurs commerciaux, nous avions insisté et nous avions sélectionné près de 40 ou 50% de femmes lorsque on les trouvait en train d'élever soit des volailles, soit des petits ruminants. Actuellement, avec l'Agence française de développement, l'AFD, le gouvernement est en train de travailler pour structurer et organiser, promouvoir, financer près de 50 000 entreprises féminines. Donc vous voyez que tout ceci, avec l'accompagnement du mécanisme incitatif de financement agricole, le MIFA, je crois que les femmes sont bien placées pour aider à la production et aussi à la transformation de l'agriculture comme voulu par les plus hautes autorités du pays. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire de ces femmes rurales des chefs d'entreprise agricoles et agroalimentaires. Pour relever le défi, les plus hautes autorités misent sur la sensibilisation pour que les femmes rurales adhèrent au nouveau paradigme d'agriculture orientée business, création d'emplois et de richesses. Et les femmes font partie également des groupements agricoles. Et justement, 2 groupements agricoles dans l'Est Mono et dans l'Ougou ont bénéficié d'une opération d'achat de maïs par l'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. En tout, 60 tonnes de maïs ont été achetées pour un montant de plus de 9 millions de francs CFA. Le compte rendu avec Silver Abdou. Cette opération d'achat de maïs constitue pour l'Agence nationale de la sécurité alimentaire la deuxième phase de collecte et permet à l'ANSAT d'échanger avec les producteurs sur des points destinés à relever certains défis en matière de production. À Kwesi, dans l'Est Mono, où 50 tonnes ont été achetées auprès de la coopérative Midaison à hauteur de 8 millions de francs CFA, les producteurs ont été entretenus sur les facteurs qui sapent aujourd'hui leur effort de production. Entre autres facteurs, l'irrégularité des pluies, la présence des chenilles légionnaires dans les champs, tout ceci pour envisager des approches de solutions, définir des orientations pour davantage booster le secteur. Nous savons tous qu'il y a d'importants creux pluviométriques dans les 5 régions agricoles qui risquent d'affecter la production, enfin les prévisions de production pour cette campagne. À cela s'est ajouté aussi la menace des chenilles légionnaires qui ont été signalées en divers points du territoire. Les 2 facteurs combinés risquent d'affecter, comme je le disais, les prévisions de production qui sont attendues. Sans cela, il faudrait nécessairement commencer par discuter avec les paysans pour voir comment gérer la campagne de commercialisation. Je crois que le sujet a été évoqué et nous allons nous retrouver très prochainement pour échanger avec l'ensemble des producteurs sur l'ensemble du territoire national pour voir le mécanisme à mettre en place pour continuer à gérer nos stocks de production pour la satisfaction des besoins locaux, mais en même temps répondre à la demande extérieure. Ces échanges sont intervenus au cours des opérations d'achat effectuées ici à Kwesi dans l'Est Mono, tout comme à Boko dans l'Ougou. En tout, 60 tonnes ont été prélevées dans ces 2 localités pour un montant de 9 600 000 francs CFA, dont 50 tonnes auprès des producteurs de Kwesi et 10 tonnes auprès de ceux de Boko dans l'Ougou. Nous sommes vraiment très fiers et nous sommes très sûrs que dans ça, nous les producteurs, on peut encore augmenter nos superficies. Nous tenons aussi sincèrement à remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Faure et Sosina Nyasingbe. Nous remercions le chef de l'État. Avec cet argent, ça va nous faire développer nos activités. Ça peut nous faciliter à supporter nos enfants à l'école.
Au cours de cette opération d'achat dans ces deux zones, les producteurs ont également évoqué la mise en place des magasins de stockage pour la bonne conservation des produits agricoles destinés à favoriser une meilleure sécurité alimentaire. Il sera question d'aller vers une centralisation des stocks. Le gouvernement togolais a fait d'énormes efforts pour construire plus de 500 magasins qui pourraient abriter les stocks issus de cette campagne. Mais on peut aussi faire une centralisation virtuelle en utilisant la plateforme qui a été mise en place. Donc les paysans qui n'ont pas de magasins dans leur zone de production, ils peuvent créer une centralisation virtuelle en ramassant, en collectant les volumes de stock que chaque coopérative a produit cette année. Et comme ça, on va agréger au niveau de chaque zone de production les volumes des stocks déclarés. Et puis sur le plan national, on aura une visibilité nette sur la production réelle. Là je parle de stocks physiques qui sont mobilisés, que nous avons sur le territoire national en vue de mieux organiser la campagne d'achat. En ce qui concerne la conservation des produits agricoles, un modèle a été présenté ici à Boko au directeur général de l'ANSAT, le colonel Urukura Gadazi, qui a apprécié et invite tous les autres producteurs à adopter ces modèles de réussite en attendant la mise en place des magasins. Il leur a également demandé de se constituer en groupement pour faire de grandes exploitations, 100 à 200 hectares, comme ce champ d'anacarde de 150 hectares associé d'autres cultures, notamment le soja. Et au moment où le Togo fait face à la crise sanitaire, les producteurs, selon Urukura Gadazi, doivent s'autodiscipliner pour lutter contre la pandémie afin de mieux entreprendre la campagne agricole. Ce communiqué interministériel à présent, il a été constaté depuis quelque temps des installations anarchiques sur les plages le long des côtes togolaises. Ces occupations du domaine public maritime sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. À cet égard, les ministres en charge de l'environnement, des infrastructures et de la ville rappellent que le domaine public maritime qui contient, outre la mer, les lagunes, les fleuves, les étangs salés, les baies et rivières navigables, le domaine public donc est inaliénable. Aucun individu ne peut donc se prévaloir d'un titre foncier ou d'un droit de propriété quelconque. Ainsi, il est demandé à tous ceux qui ont des aménagements sur le littoral de libérer les espaces illégalement occupés dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent communiqué. Passé ce délai, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Un communiqué signé par le ministre des Infrastructures et des Transports, Mme Zureatou Kassa Traoré, le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, Mme Koko Aïva, et le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, professeur David Wonou Oladokou. Depuis son lancement en septembre 2017, le programme School Assure continue de faire des émules. De septembre 2017 jusqu'au 2 août 2020, les chiffres ont continué par évoluer. À ce jour, plus de 1 700 000 écoliers et élèves ont été pris en charge. Et sur l'ensemble du territoire, le projet continue d'améliorer les conditions de vie des apprenants. Nous reviendrons en détail sur ce bilan du projet School Assure dans nos prochaines éditions. Et également une autre assurance, cette fois assurance maladie, il s'agit de l'INAM. Mise en place depuis 2012, l'Institut national d'assurance maladie se porte mieux à en croire les bénéficiaires. À Atakpamé, par exemple, plusieurs se sont prononcés sur la question. Cette assurance maladie profite-t-elle vraiment aux assurés en matière de santé? Sylvain Abdou est allé aux nouvelles. Voici son dossier. Après sa consultation médicale, la voici à la pharmacie pour l'achat des produits. Un achat qui s'effectue ici avec l'INAM, une assurance maladie dont elle bénéficie il y a 5 ans déjà. Yawak Bago, c'est bien elle. Une assurée qui apprécie à sa juste valeur l'INAM pour les avantages dont elle bénéficie. L'INAM, ça nous aide beaucoup dans l'achat des produits. Vraiment,
c'est une bonne chose parce qu'avec l'INAM, notre santé est assurée. À côté d'elle est Soyaba Djoba, personnel du centre hospitalier régional d'Atapamé. Également bénéficiaire de l'INAM, il témoigne. Tout à l'heure, je viens d'acheter un produit sans INAM, ça devait être 11 000 et quelques. Mais avec INAM, tout à l'heure, j'ai payé 5 000 et quelques seulement. Et c'est ce que j'ai vu. Au moins avec ça, ça nous fait travailler un peu. Je suis avec ma femme, il y a madame et les enfants aussi. Ils bénéficient de ça aussi. Opérationnel depuis 2012, l'Institut national d'assurance maladie, initié par le chef de l'État, est devenu un modèle de réussite au Togo. En dehors des assurés qui apprécient cette initiative, les partenaires, notamment les pharmacies, l'avouent également, puisque le partenariat leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires. Avec l'INAM, le nombre de patients qui fréquentent l'officine a augmenté. Effectivement, et les assurés de l'INAM a augmenté un peu nos chiffres d'affaires. Et nous remercions la naissance de l'INAM et que ça vive longtemps et que nous puissions tous en profiter. Aujourd'hui, avec l'INAM, se soigner n'est plus aussi un souci comme cela était pour beaucoup de fonctionnaires. C'est vrai qu'avant l'arrivée de l'INAM, les fonctionnaires se retrouvaient dans cette obligation-là de faire recours à tous les services qu'il faut et spécialement aux usuriers pour pouvoir se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour se soigner. Il est difficile à un fonctionnaire de pouvoir épargner pour pouvoir se soigner. Mais avec l'arrivée de l'INAM et ce prélèvement étant devenu automatique depuis la source, c'est une façon d'épargner pour pouvoir se soigner après quand on est malade, que ce soit soi-même, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, puisqu'on bénéficie jusqu'à 4 enfants. Oh, nous sommes satisfaits, puisqu'on voit que c'est avec l'INAM maintenant aujourd'hui, ça diminue, on n'a plus peur d'aller à l'hôpital. On sait que quand tu as un peu de sous, tu vas à l'hôpital, bon, tu seras un peu, ça serait réduit, le coût est un peu réduit. Donc on n'a plus peur d'aller à l'hôpital. C'est donc un projet qui profite à tous, raison pour laquelle le chef de l'État veut l'étendre à toutes les couches socio-professionnelles, voire les étudiants et les commerçants actuellement dans le viseur. Le secteur informel, notamment les artisans, jouissent déjà du fruit de ce produit. Ici à Tapamé, certains se prononcent. Je suis photographe reporter. Je suis bénéficiaire de l'assurance INAM. Et ça m'a beaucoup aidé. Depuis là que j'ai eu cette assurance, je suis tombé malade plus de 2 fois. J'ai fait un accident. Je suis parti à l'hôpital. On m'a reçu bien. Je devais payer beaucoup d'argent. Mais grâce à l'INAM, j'ai payé que 20% de ce que je devais payer. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Je suis maçon. En 2019, que j'ai établi ma carte professionnelle d'artisan. C'est ça qui m'a permis à faire la carte de l'INAM. Je me suis fait assurer avec les enfants, ma famille. Avec l'INAM, c'est bon. Déjà, j'ai commencé à bénéficier des produits au niveau de notre CMS de Gléy. C'est très bon. Des efforts sont donc faits par l'INAM, mais beaucoup reste encore à faire, surtout au niveau de ce que les assurés appellent attente préalable. Cette attente, selon eux, ralentit souvent la prise en charge des patients. C'est le cas de cette dame venue au CHR à Tapamé pour un contrôle de la tension, parce que je suis une hypertendue avec une grossesse. Bon, c'est bon quand même, mais il y a un produit qu'on m'a prescrit que l'INAM devait prendre en charge, mais je devais faire l'entente préalable pour l'achat de ce produit. Donc je suis venu voir le docteur pour qu'il m'accorde l'achat de ce produit. L'attente préalable s'observe surtout au niveau de certaines pathologies, a relevé un assuré qui appelle l'INAM à revoir le système pour accélérer la procédure de prise en charge. Quand vous tombez malade et que vous allez à l'hôpital, on parle d'entente préalable alors que vous êtes dans une urgence. Je crois que l'INAM doit pouvoir, dans les cas si possible,
donner ne serait-ce que des petits papiers pour se faire soigner avant de revenir à cette affaire d'entente préalable parce que ça rentre dans les urgences. Cela concerne par exemple l'achat de certains médicaments qui sont pour la plupart des médicaments exclus de la prescription paramédicale. Ces médicaments ont besoin de l'autorisation de l'INAM avant leur prescription par le médecin. L'assuré trouve donc cette procédure trop longue. Selon eux, ce sont des cas urgents et l'INAM doit revoir la procédure pour prendre des mesures idoines afin de remédier à la situation. À ce jour du lundi 31 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1400. 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1005. 9 nouveaux guéris depuis hier. Et le nombre de cas actifs s'élève à 367. Le nombre de décès est de 28. Un nouveau décès depuis hier. C'est un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Les Américains sont appelés aux urnes le 3 novembre prochain. Déjà, les démocrates et les républicains sont en ordre de bataille pour soit le deuxième mandat de Donald Trump, soit l'élection de Joe Biden. Le tout dans un contexte marqué par de nouvelles bavures policières, la crise sanitaire liée au Covid-19 et des tensions diplomatiques. Des fractures raciales au cœur de la présidentielle aux États-Unis. C'est le sujet géopolitique de cette édition signé Augustin Kossi. 3 mois après la mort de George Floyd, la colère est de nouveau vive aux États-Unis face au racisme et aux violences policières. L'Amérique sous le choc d'une nouvelle bavure policière. Le 25 août dernier, Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, a été visé à 7 reprises dans le dos par la police à Kenosha. Après la diffusion de la vidéo de la scène, des manifestations s'enchaînent pour réclamer justice. Dans ce contexte d'extrême tension, 2 Noirs ont été tués par balle et un 3e blessé. Un adolescent de 17 ans serait l'auteur de ce drame. Un nouveau drame qui a ravivé les braises encore fumantes des protestations contre le racisme et les violences policières nées après la mort de George Floyd. Un autre Afro-Américain de 46 ans mort, immobilisé avec un genou d'un policier sur le cou. Une vidéo virale qui a suscité une vague d'indignation à travers le monde. Pour la première fois, la Maison-Blanche était devenue un camp retranché. La colère du mouvement Black Lives Matter rebondit aux États-Unis. Il faut désamorcer les tensions raciales et construire la cohésion sociale entre les différentes races. Trump déploie la garde nationale pour faire cesser les violences. Défenseur du droit au port d'armes et à l'autodéfense, discours cher à sa base électorale, il met plutôt l'accent sur les débordements et évite le nouvel épisode. Selon son slogan de campagne pour la présidentielle du 3 novembre prochain, l'ordre et la loi doivent être rétablis à Kenosha. Son rival démocrate Joe Biden adopte une posture de réconciliateur. Les conséquences des bavures policières sont devenues un enjeu électoral. Alors que les remous provoqués par ces événements fragilisent Donald Trump, il relance la campagne de Joe Biden. Dans une Amérique déchirée par les violences policières, bouleversée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et les tensions diplomatiques ou encore la guerre commerciale avec la Chine, Trump doit défendre son 2e mandat et Joe Biden son élection le 3 novembre prochain. Un contexte complexe caractérisé par la phobie d'un scrutin postal par les républicains. Les démocrates peuvent surfer sur les critiques formulées à l'endroit de Donald Trump sur la gestion du Covid-19 et son isolationnisme. Alors que les républicains luttent pour une réussite diplomatique dans le Golfe en tentant de rapprocher les pays arabes d'Israël, le pont semble coupé entre Trump et la Chine. Et tout échec de Donald Trump milite en faveur des démocrates. Entre le 2e mandat de Donald Trump et une élection de Joe Biden qui s'apparenterait au 3e mandat de Barack Obama, les Américains devront se prononcer le 3 novembre 2020.
Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC porte à la connaissance des professionnels et des promoteurs des médias que la date limite pour le dépôt des dossiers de demande de création d'organes de presse et de délivrance de la carte de presse est prorogée jusqu'au 4 septembre 2020. Il invite par conséquent toutes les personnes ou sociétés intéressées à se conformer strictement à ce délai qui ne saurait de nouveau être modifié. L'entrepreneuriat constitue l'une des solutions de lutte contre la pauvreté et plusieurs jeunes l'ont compris, à l'instar de Nikita, qui au-delà de ses études est également entrepreneuse. Elle est spécialisée dans la coiffure. Que fait-elle concrètement? Son portrait avec Edwige Atakwabasabi avec la voix de Marie-Ange Bida. Presque tous les jours de la semaine. Quand elle n'a pas cours, la jeune étudiante en comptabilité contrôle audit passe son temps dans cet atelier où elle travaille minutieusement sur la confection et la réalisation des perruques. Depuis mon enfance, quand maman m'achetait des pagnes, je prenais pour faire des petits trucs comme des sacs, et les bracelets. Et en plus de ça, dans mon église, souvent on porte des foulards. Donc la plupart du temps, quand je porte une foulard pour aller à l'église, pour moi elle est toujours différente des autres. Et l'appréciation m'a poussée à pouvoir arriver à ça. Je n'ai jamais suivi une formation. Les chefs-d'œuvre, la jeune entrepreneur les baptise Nikki Fashion. Des perruques associées avec du pagne, des chapeaux ou foulards, le tout pensé pour marier le style vestimentaire des jeunes filles. Ce travail, Nikita l'a démarré sur les bancs alors qu'elle était encore au lycée. Et je fais les chaussures, les chapeaux, je fais les sacs, un peu de tout. Mon ambition, c'est de offrir un atelier bien. Un prêt-à-porter, là où il y aura uniquement que mes articles. Les produits Nikki Fashion sont nouveaux sur le marché. Si pour l'heure, la jeune fille a du mal à tirer le fruit de ses œuvres, elle reste confiante. Depuis 2 mois et demi, Neyoro Dalou s'est inscrit dans cet atelier pour se former dans le domaine. Je suis passée pour voir ma soeur, pour la saluer. Du coup, j'ai vu, elle faisait des chaussures et des sacs. Et puis, je l'ai dit, ça m'a intéressée, donc je passerai m'inscrire. J'étais venue pour m'inscrire, j'ai vu qu'elle a commencé encore les chapeaux. Ça aussi, ça m'a encore plus intéressée. Donc, je me suis dit, je vais tout faire. Nikita s'est associée avec Paul. Le jeune homme se charge de fournir à la créatrice du matériel aux besoins pour réaliser ses œuvres. J'ai vu la façon dont elle crée, elle imagine et puis elle confectionne les trucs. Ça m'a vraiment intéressé. Et je dis, mais pourquoi ne pas s'associer et après tout créer quelque chose et impacter le monde, impacter l'Afrique et surtout notre pays, le Togo. Nikita a une ambition, celle de se réaliser dans le domaine de la mode avec sa touche particulière. Un objectif qu'elle compte atteindre avec des appuis d'où qu'ils viennent. Et voilà, donc c'est sur ce génie créateur que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.